Bonjour à tous, merci d'être présents et d'être avec nous pour un nouveau webinaire donc, proposé par la FPBN et donc par la section NPP, Neuropsychopharmacologie. Alors, avant de vous présenter le sujet, je vous présente tout d'abord les excuses d'Antoine Irondi qui normalement est là pour présenter ce webinaire avec moi. Il est retenu sur Rungis, donc pour le concours de PH, et donc il ne peut pas être avec nous, il sera là lors des futurs webinaires de la section. Alors, comme vous l'avez vu, ce webinaire donc, a un sujet qu'on n'a encore jamais traité au sein de la section, et je ne crois dans aucun webinaire par le passé d'une autre section, c'est ce qui concerne donc en fait la périnatalité. Et donc, on a deux collaboratrices privilégiées au sein de la section neuropsychopharmacologie de la FPBN qui sont membres de la société Marseille. Il s'agit des docteurs Anne-Laure Sutter-Dallet et puis Florence Gressier. Donc, ils sont toutes les deux avec nous. On les remercie. Je vais vous les représenter de façon plus détaillée à la fin de cette brève introduction. Mais juste pour revenir donc, sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, vous le savez sûrement, la périnatalité donc, est un domaine en fait en pleine évolution. On a beaucoup plus de ressources documentaires à notre disposition et notamment un élément important, pendant de nombreuses années, on s'est appuyé pratiquement sur une ressource exclusive, donc celle du CRAT, que vous connaissez sûrement, le centre de ressources, donc de référence des agents tératogènes, donc porté par l'hôpital Armand Trosso à la PHP. Mais nous avons dorénavant un certain nombre de recommandations qui sont en train d'émerger. Ça a déjà été le cas l'année dernière. Vous avez peut-être vu ce papier de Ludovic Samalin et de ses collaborateurs, donc qui est paru dans l'Encéphale au mois d'octobre, qui était en fait un positionnement, un avis d'experts pour les femmes en âge de procréer et pour les femmes enceintes qui sont traitées par valproate. Donc, comment réorienter ces traitements. Et en fait, on peut dire que c'est le début, finalement, de petites pierres qui sont en train d'être posées sur le champ de la psychopérinatalité, puisqu'il va y avoir d'autres recommandations qui paraîtront au cours de l'année 2023. Donc des recommandations sur le trouble de l'humeur donc chez la femme pour savoir comment adapter les choses avant, pendant et après la grossesse, et puis également une publication qui arrivera bientôt dans l'Encéphale également de Hugo Bottemann et d'un certain nombre de collaborateurs qui est de manière plus large sur la psychopharmacologie à adapter donc justement au cours de la périnatalité. Donc, j'en reviens à nos oratrices du jour. Donc, nous avons le docteur Anne-Laure Sutter-Dallet, je le disais, donc, qui est intégré au réseau de psychiatrie périnatale au sein du pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, donc au centre hospitalier Charles Perrins à Bordeaux, et également avec une affiliation de recherche au sein de l'unité INSERM U1219, donc Bordeaux Population Health, le BPH. Et puis également le docteur Florence Gressier, donc intégrée au sein du service de psychiatrie de l'hôpital Bicêtre au sein des hôpitaux universitaires Paris-Saclay au Kremlin-Bicêtre, avec une affiliation de recherche au sein du Centre de recherche et d'épidémiologie et de santé des populations, le CESP, au sein de l'unité de recherche INSERM 1018, donc la MOODS Team, qui est intégrée à la faculté de médecine Paris-Saclay au Kremlin-Bicêtre également. Les deux interventions que nous avons aujourd'hui, vous avez pu le voir, donc, qui apparaissent ici, concernent donc la consultation préconceptionnelle prénatale, donc qui vous sera présentée par Anne-Laure Sutter, et puis les enjeux de la prescription de psychotropes pendant la grossesse avec Florence Gressier. Alors, avant de passer la parole à Anne-Laure Sutter, je vous montre juste quelques petits éléments qui nous ramènent finalement à la FPBN. Vous le savez peut-être, mais les attestations de présence en fait à ce webinaire, si vous en avez besoin, ne sont délivrées qu'aux membres de la FPBN, donc à jour de leur cotisation donc pour cette année 2023, et que par ailleurs on vous engage vivement à devenir membre de la FPBN. Vous verrez, c'est extrêmement simple. Donc vous avez un paiement qui est permis en ligne bien sûr, directement sur notre site. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Encore une fois, vous le savez, ces webinaires sont en accès libre. Vous avez la possibilité, au cas où vous seriez interrompu par une autre activité lors de ce présent webinaire, de le revisionner en replay. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer de l'attractivité scientifique intellectuelle de notre association. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Simplement, vous savez qu'à la fin, pour ceux qui sont des habitués des webinaires, vous avez la possibilité de poser des questions dans un onglet, donc le chat qui est prévu à cet effet. Et donc, s'il y a beaucoup de questions, bien sûr, on fait une sélection d'un certain nombre de questions pour nos intervenantes. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Anne-Laure, je te laisse la parole. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup à la FPBN et à la section neuropsychopharmacologie de nous permettre d'avoir ce moment de réflexion, d'échange et de travail ensemble. Donc, comme ça a été dit, moi je suis membre de la Société Marseille francophone, qui est la société de psychiatrie périnatale, et on a le grand plaisir de collaborer avec la FPBN depuis de nombreuses années autour de la thématique qui nous occupe. Donc aujourd'hui, la consultation préconceptionnelle prénatale,
petit rappel épidémiologique pour resituer quand même le sujet et l'intérêt de ces consultations. Les pathologies mentales périnatales touchent 20 à 30% des femmes. 30%, ce sont des troubles légers ou dans des situations particulières comme la prématurité. Ces épisodes périnataux, quand ils sont légers, ce sont 70% des rechutes, donc des personnes qui ont des antécédents, donc pour qui on peut prévoir les choses. Et dans les épisodes graves, 50% sont des rechutes, donc on peut prévoir les choses. Bien sûr, le reste doit, les 30% des premiers épisodes légers et les 50% des premiers épisodes graves vont répondre à d'autres façons d'approcher le sujet, qui est le dépistage et la prévention en population générale, parce que ces pathologies mentales périnatales sont sous-tendues aussi probablement par toutes les modifications du cerveau et du fonctionnement du cerveau durant cette période liée à l'imprégnation extrêmement forte en hormones et aux stimulations liées à l'enfant. Donc, nous sommes sur une période, en tout cas pour ce qui est des rechutes, ce qui nous occupe aujourd'hui, sur une période de temps repérée, donc on peut mettre en place des actions anticipées, et puisqu'on connaît quand même relativement bien maintenant les facteurs de vulnérabilité, de protection, donc on est vraiment dans une démarche de santé publique avec des préventions primaires et secondaires possibles. Il faut aller vite en psychiatrie périnatale, il ne faut pas rater les étapes. La période est repérée, mais elle est courte. Et les cliniciens dans le champ savent parfaitement qu'on a une problématique centrale qui est celle de l'incompatibilité des temporalités quand il y a des troubles psychiatriques parentaux. Souvent, ces troubles, quand ils se déclenchent, vont durer un peu plus longtemps qu'aux autres périodes de la vie. Et face à ces parents qui présentent des difficultés, il y a des enfants qui, eux, sont dans une période de développement qui ne peut pas souffrir de retard. Et donc, nous sommes dans un ajustement permanent entre la prévention des troubles, si c'est possible, et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, les soins, si les parents rechutent, et la prévention développementale pour les enfants, voire parfois, malheureusement, de la mise en place de protection quand les choses deviennent trop compliquées. La consultation dont nous allons parler rentre dans un parcours de soins, hein, vous le verrez, il ne s'agit pas uniquement de faire une consultation, mais elle permet d'éviter de tout faire au moment de la naissance, quand la dame arrive à la maternité, avec un traitement qui va éventuellement inquiéter les équipes d'obstétrique et de pédiatrie surtout, et puis la prise en compte de tous les facteurs qui sont associés souvent à cette prise de traitement et à la pathologie. Donc si on a bien anticipé les choses, on évitera cette accélération fulgurante qui donne des arrivées impromptues dans la chambre des patientes de toute une équipe que la patiente ne connaîtra pas à un moment de sa vie où elle est, en décompensation, 2, avec un bébé à côté qui prend déjà beaucoup de place dans son psychisme. Donc, comme Hervé l'a dit tout à l'heure, la psychiatrie périnatale est maintenant rentrée dans le code de la santé publique depuis presque un an, et ils sont définis des autorisations. Il y a des établissements qui seront autorisés pour la psychiatrie périnatale, qui est définie à travers des soins qu'on a appelés soins anténataux et conjoints, pour bien souligner le fait qu'il y a une mère, une femme enceinte, mais il y a également un fœtus, puis un enfant, et puis toute la famille autour, et que ça, c'est la spécificité de la psychiatrie périnatale, d'être obligatoirement en charge de la mère, bien sûr, mais aussi du bébé et du reste de la famille. Donc, ce décret définit une offre de proximité hospitalière, et dans cette offre de soins spécifiques de psychiatrie périnatale, il y a ces consultations qu'on appelle aussi psychotropes, grossesse et allaitement, ces consultations antéconceptionnelles et anténatales. Alors, les enjeux de ces consultations, ils sont triples. Vous allez voir, il y a d'abord la nécessité d'une réévaluation clinique. On va faire un petit tour de ce côté-là avant de parler de la consultation en elle-même. L'évaluation du contexte, parce qu'une même pathologie dans des contextes différents va avoir une évolution différente et une nécessité de mise en place du parcours de soins différent, et donc bien sûr une réévaluation thérapeutique nécessaire dans ce contexte. Donc la réévaluation clinique d'abord, un petit tour du côté de ce qu'on appelle ces dépressions périnatales. Alors c'est devenu une espèce de terme générique, la dépression périnatale, pour parler de la santé mentale périnatale. C'est un peu dommageable parce que les patientes pensent quand elles ont des difficultés émotionnelles, pensent forcément qu'elles font une dépression, et nombre de professionnels pensent que la psychiatrie périnatale se réduit au champ des épisodes dépressifs, ce qui est faux. On est dans quelque chose de beaucoup plus vaste, et si on doit seulement parler des épisodes thymiques, c'est beaucoup plus fréquemment, on va en parler un petit peu après, des choses qui peuvent rentrer facilement dans le registre des troubles bipolaires, notamment les troubles bipolaires de type 2, et donc les prescriptions et le parcours de soins des patientes doit être différent. Et
tout juste pour ceux qui liraient des articles, vous allez voir que l'échelle qui sert souvent à évaluer la clinique des patients dans les études, c'est l'EPDS, c'est l'Edinburgh Postnasal Depression Scale, donc c'est dépression postnatale, et cette échelle évalue bien sûr des symptômes dépressifs, mais aussi de l'anxiété. Enfin, elle a le mérite d'exister, elle permet le dépistage, mais elle n'est vraiment pas fine et ne peut pas être utilisée seule et comme unique outil diagnostic, parce que ça peut aussi bien révéler des troubles de type maniaque, nous allons le voir. Donc, ces dépressions périnatales, ce n'est pas à un moment donné, ce n'est pas une globalité, d'où la nécessité de réfléchir à tous ces traitements. Vous voyez là une étude que nous avons pu mener il y a une vingtaine d'années à la maternité de Bordeaux sur les symptômes dépressifs. On est uniquement sur des symptômes et vous voyez que là, il y a 4 profils évolutifs, des gens pour qui la grossesse ne va rien changer au cours de leur pathologie, des dames qui sont plutôt en difficulté pendant la grossesse, d'autres qui sont plutôt en difficulté en postpartum. Mais si on fait du transversal, on va mettre des patientes qui ont des profils différents, donc probablement des pathologies différentes ensemble et des facteurs de risque différents, et ce qui va poser problème bien sûr pour leur prise en charge. Et puis la notion du risque de bipolarisation dont je vous ai déjà parlé de ces épisodes, c'est pas parce qu'il y a un épisode dépressif caractérisé en période périnatale qu'on est sur une dépression unipolaire. Le risque de bipolarisation entre guillemets au cours du temps, vous l'avez là, quand le premier épisode se situe en période périnatale, il est là, c'est la ligne rouge, alors que quand le premier épisode est en dehors de la période périnatale, vous voyez que le risque de présenter un trouble bipolaire est beaucoup plus faible. Pour tout juste finir là-dessus et essayer de vous convaincre de ça, c'est une étude là aussi qui a été menée dans le service sur un échantillon de 100 patientes qui consultaient pour des dépressions périnatales, et en utilisant l'échelle Matisse qui donc permet là au-dessus de voir les symptômes, des symptômes d'accélération et en bas les symptômes plutôt de ralentissement et de dépression. Vous voyez qu'on a 10% des patientes qui nous étaient adressées pour une dépression qui sont la ligne verte là, qui n'ont aucun symptôme dépressif, qui sont uniquement sur une symptomatologie hypomaniaque voire maniaque, et puis une grande majorité en fait qui ont des épisodes mixtes. Il faut savoir que si on utilise le PDS sur cette population-là, sur ce sous-groupe, eh bien elles ont des EPDS qui sont positives. Le seuil est à 12, les patientes cotent en moyenne à 14. Donc, une réévaluation clinique, diagnostique très importante à faire à ce moment-là, parce qu'on est souvent sur des symptômes mixtes et qu'on sait bien que ça peut être extrêmement piégeant. Et l'idée, c'est de ne pas prescrire d'antidépresseurs systématiquement à ces patientes dès qu'elles se mettent à pleurer parce qu'on est sur une dépression postnatale, parce qu'on est en période périnatale. Il faut également évaluer dans ces consultations le contexte bien sûr de soutien, le conjoint, l'intégration sociale, toutes ces choses-là bien évidemment, mais aussi tout ce qui est des spécificités qui vont pouvoir concerner l'enfant, parce que en psychiatrie périnatale, vous avez compris, pour être dans le champ de la psychiatrie périnatale, il faut qu'il y ait un enfant. Entre 14 et 23% des enfants ont des parents qui souffrent d'une maladie mentale sur la terre entière, et majoritairement, il s'agit de troubles de type dépressif qui, pour beaucoup, se déclenchent au moment de la naissance de ces enfants. Et donc, se pose la question de la transmission de ces troubles pour ces enfants. On sait qu'il y a un risque, mais dans le champ qui nous intéresse, dans les épisodes légers, par exemple, sur tout ce qui est dépression et troubles anxieux, en fait, l'irritabilité, donc la part d'expression clinique liée au gène, finalement, elle est relativement faible, et donc on peut agir sur les facteurs d'environnement et de prise en charge précoce en organisant un parcours cohérent avec le soutien nécessaire sur le risque de transmission aux enfants. C'est ce que je viens de vous dire là, vous l'avez là sur la diapositive, c'est-à-dire que les enfants, quand ils sont soumis à pas de facteurs de stress pendant leur développement, facteurs de stress notables, j'entends d'événements de vie graves, vous n'avez pas de troubles du développement, là c'est quand il y a un événement stressant grave, et là quand il y en a plus de 2, on voit bien que les parcours, les trajectoires développementales sont différentes, et bien sûr que la pathologie maternelle à ce moment-là de la vie, ça peut représenter un événement de vie très stressant, notamment quand il y a par exemple une séparation liée à la pathologie mentale maternelle. Une autre dimension qu'on n'a
pas toujours bien facilement à l'esprit, c'est l'impact que l'enfant peut avoir sur la survenue des troubles chez les parents. Et bien sûr, quand il y a des expositions anténatales, ce sont des enfants qui ont parfois quand même des caractéristiques dans les premiers jours. Et par exemple, quand l'enfant a des difficultés d'orientation ou quand il a un trouble de l'adaptation néonatale, par exemple, en cas d'exposition à des antidépresseurs, il peut être particulièrement irritable, avoir ce qu'on appelle des difficultés motrices, il peut ne pas être facile à porter, ne pas se lever, des choses comme ça. Eh bien, ça augmente d'un facteur 4, en fait, le risque de symptômes dépressifs chez les parents. Donc, vous voyez, c'est la boucle interactive, là, est importante à prendre en considération, et c'est ce qu'on montre aussi sur les résultats de cette étude qui est sur la cohorte ELF, donc 20 000 enfants et leurs parents, qui soulignent bien que dans les facteurs de risque de dépression chez la mère, eh bien, ce sont les facteurs infantiles finalement qui sont quasiment les plus forts et en tout cas les plus pérennes. Donc, la réévaluation thérapeutique est nécessaire, vous avez compris, et elle doit se faire alors, au début de la grossesse, si on ne peut pas faire mieux, en antéconceptionnel, c'est pour ça que j'ai dit consultation antéconceptionnelle anténatale, parce que si on fait bien notre travail, eh bien, il n'y aura pas de dépression anténatale, il n'y aura pas de trouble anténatal. Et vous voyez sur cette diapositive tout l'intérêt d'éviter ces épisodes anténataux et de bien mettre des parcours de soins en place, parce que vous avez là la ligne rouge, et c'est le risque pour les enfants des patientes dont nous parlons là actuellement, le risque de déclencher un trouble dépressif avec des hospitalisations au fil du temps. Hein, ça s'arrête à l'âge de 43 ans, donc des enfants. Et ça, c'est le parcours si la maman a une dépression anténatale et qu'un des deux parents continue à présenter une pathologie mentale au cours du temps, comparé à dépression anténatale seule, pas de dépression anténatale, etc. Donc, vous voyez que le facteur discriminant, même quand les parents ont une pathologie après, finalement, c'est d'avoir un épisode pendant la grossesse. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ça. C'est aussi valable pour la schizophrénie. Hein. Vous avez là le graphique pour la schizophrénie. Et puis un petit coucou du côté de la recherche, où on a plein de choses à réfléchir ensemble entre la périnatalité et la psychopharmacologie. Cette étude qui est complètement passée sous les radars, toute petite étude certes, mais très intéressante, qui montre qu'en fonction du génotype au transporteur de la sérotonine, quand il y a de l'enfant, quand il y a une exposition anténatale, certains enfants peuvent finalement avoir un meilleur développement quand ils sont exposés en anténatal, quand d'autres peuvent avoir un développement très dégradé, alors que habituellement c'était l'inverse. Oui. Donc on a plein de choses à réfléchir ensemble. Donc pour en arriver à ces consultations en elles-mêmes, vous avez compris que la question du temps en périnatalité est extrêmement importante. Si on le fait, ça c'est la clinicienne qui vous parle, si on le fait avant la conception, sincèrement, il n'y a pas de rechute. Si on le fait en début de grossesse, souvent il y a des rechutes à minima. Si on le fait au cours de la grossesse, il y a souvent des rechutes, et l'alliance est compliquée parce que la patiente tombe malade à un moment où elle ne souhaiterait pas, très culpabilisée de tout ça, a du mal à investir les soins, et quand il y a un déclenchement en postpartum, alors là c'est catastrophique, et l'alliance est absolument mauvaise dans l'immense majorité des situations. Ces consultations antéconceptionnelles, donc cet axe de prévention secondaire majeur de la psychiatrie périnatale, se doivent d'être pluridisciplinaires. Alors, il y a différents modèles suivant les spécificités des territoires couverts. Moi, je vais vous parler de ce que nous on fait à Bordeaux, mais à Paris, vous avez la SICO, ces consultations sont faites en binôme par un pédopsychiatre et un psychiatre de l'adulte. Nous, on a mis en place un parcours de soins qu'on appelle psychotrope et grossesse au CHU de Bordeaux, avec une équipe de gynécologues obstétriciens qui travaillent tout spécifiquement avec nous, une équipe de pédiatrie et notre équipe de psychiatrie périnatale de liaison. Et puis, ces consultations pourront être faites par tout psychiatre de psychiatrie périnatale des centres de référence à venir, si on met en place ce qui a été demandé dans le décret qui font de la psychiatrie périnatale. Les objectifs de ces consultations, si possible, c'est de recevoir le couple, parce que recevoir la patiente seule, ça peut être une première approche, mais en couple, c'est très important pour que le conjoint puisse participer à la réflexion, il s'agit de son enfant, et puis puisse participer à l'élaboration du soutien, de l'aide nécessaire souvent. Quand on parle de troubles bipolaires, par exemple, il faut préserver le sommeil. En postpartum, préserver le sommeil, c'est une gageure si le conjoint n'est pas présent, si la famille ne peut
ne peut pas être interrogé. Il faut pouvoir avant tout accueillir les questions, parce que les questions ne sont bien sûr pas toujours les mêmes en fonction des situations, mais souvent quand même. Majoritairement, la première question, c'est est-ce que le traitement que j'ai va avoir une tératogénèse? Est-ce que ça va avoir un impact sur le développement de mon enfant? Donc ça, bien sûr, ça s'apprend. Il faut avoir les connaissances, ce dont Florence va vous parler après. Si la personne qui fait cette consultation est assez formée, elle peut le faire directement, bien sûr. Elle peut se référer au CRAT, même si on est soi-même sûr de ce qu'on dit. Aller regarder avec les patients le CRAT, ça peut aider. On peut aussi, sur les situations compliquées, notamment quand il y a des polythérapies, faire appel à la pharmacovigilance. Et puis après, chaque réseau, chaque service met en place ses modalités de fonctionnement, ses référents locaux. Une fois qu'on a répondu à ces questions qui finalement ne sont pas si compliquées que ça, on a toujours des réponses en termes de psychotropes, toujours des adaptations thérapeutiques à proposer quand c'est fait assez en amont. Mais ce qu'il faut, c'est ouvrir sur une stratégie de prévention et éventuellement de soins, quasiment des directives anticipées. Donc, ce que je vous disais au début, il faut bien reprendre l'anamnèse, bien reprendre la clinique, savoir si on peut penser diminuer les médicaments ou pas. Tout ça, il faut quand même avoir une bonne vision de l'évolution des troubles depuis le début, connaître avec la patiente les facteurs de risque de rechute, évaluer l'insight, est-ce qu'elle va être pas capable de repérer des symptômes, comment est-ce qu'elle gère ça habituellement, comment est-ce qu'on peut impliquer l'entourage, les personnes ressources, enfin tout ce qu'on fait finalement dans tout ce qui est éducation thérapeutique, et puis avec un focus tout particulier, je vous l'ai dit, le sommeil et le soutien si le bébé présente un trouble de l'adaptation néonatale lié à l'exposition anténatale aux psychotropes. Alors, il est quand même recommandé que ces consultations se fassent dans une équipe intégrée et coordonnée de l'anté au postnatal et qui implique des gynécologues et des pédiatres et si possible de maternité de type 2B ou 3, parce que c'est là qu'il y aura des pédiatres 24/24 et des gynécologues et aussi des équipes capables de faire des échographies anténatales qui seront de très, très bon niveau pour souvent ne rien trouver, mais au moins rassurer les patientes. Donc, intégration, coordination des soins. Donc, ce que nous faisons, nous, à Bordeaux, dans notre parcours de soins psychotropes et grossesse, il est vraiment coordonné, gradué, intégré. C'est-à-dire que l'entrée dans ce parcours se fait soit par la gynéco, soit par la pédiatre, soit par le psychiatre de psychiatrie périnatale. Et quel que soit le professionnel qui est l'entrée, il va orienter systématiquement vers les deux autres pour que les patientes aient rencontré les trois axes en fait, du suivi de sa grossesse. Chacun va faire un courrier de synthèse à tous les intervenants, le psychiatre, le médecin généraliste, le médecin de PMI, le pédiatre, enfin toute personne repérée par la patiente et à qui la patiente acceptera bien sûr qu'on adresse ce courrier. Et on va faire une orientation, si possible, en tout cas une suggestion d'orientation à la patiente vers la maternité adaptée. S'il y a un traitement avec une polythérapie et qu'elle est suivie dans une maternité type 1, il vaut mieux lui dire à l'avance que la maternité de type 1, habituellement, ne prendra pas en charge la naissance et le suivi postnatal de l'enfant. Une fois que ça c'est fait, on fait un premier staff médico-psychosocial avec toutes les équipes qui participent à l'activité de liaison à la maternité et on propose un parcours coordonné qui prévoit bien sûr le postpartum. Si nécessaire, il y aura d'autres passages en staff au cours de la grossesse, s'il y a une rechute, s'il y a une évolution de la situation. Et puis, on fait, je vous ai dit dans le courrier, finalement, le suivi habituel, après, se fait par les équipes de référence, le psychiatre de ville, le psychiatre traitant, l'équipe du CMP. Et nous mettons à disposition s'il y avait besoin d'une adaptation thérapeutique, s'il y avait une rechute. Par contre, nous sommes garants de la mise en place de la prise en charge postnatale. Une fois que la patiente est là, c'est notre équipe de liaison qui la suit et qui organise les soins à la sortie pour être certain que ça va se faire de manière, là aussi, coordonnée et intégrée. Donc voilà, ces consultations, quelle que soit leur modalité, nécessitent une collaboration très étroite avec les équipes de psychiatrie aussi de l'adulte, puisque ces patientes sont des femmes, les enfants arriveront après, et si on fait bien notre travail, les enfants auront moins de conséquences, et donc la santé mentale de la mère, si les enfants sont bien accompagnés par une équipe de pédiatrie, le trouble de l'adaptation sera géré, et la patiente sera moins stressée, puisqu'elle sait qu'elle est accompagnée, donc on diminue le risque de rechute, donc il y a vraiment des choses à faire, peut-être inventer une consultation dédiée
dédié en début de parcours de soins de toute femme en âge de procréer, un module spécifique d'éducation thérapeutique. Nous, on est en train d'en développer un sur Bordeaux. C'est des choses qu'on a déjà discuté avec nos collègues de la section neuropsychopharmacologie et de la FPBN, donner des informations spécifiques périnatalité dans chaque module d'éducation thérapeutique qui existe. Bref, cette consultation, elle pourrait être spécifique et renouvelée tous les ans parce que quand une femme commence un trouble, elle n'est pas forcément dans un projet de grossesse, donc il faudrait le répéter. En tout cas, ce n'est pas que le travail des gynécologues obstétriciens et des sages-femmes qui souvent se trouvent seuls face au questionnement des patientes, qui souvent n'osent pas en parler avec leur psychiatre, mais peut-être échangerons-nous là-dessus tout à l'heure. Donc, les enjeux de ces consultations anténatales, c'est qu'elles soient vraiment intégrées dans une coordination des parcours avec les staffs, parce que si on le fait chacun de notre côté, s'il y en a un qui fait la consulte, l'autre le staff, et l'autre se charge de la coordination des parcours, finalement, ça n'a quasiment pas de sens. Donc, il faut que ce soit quelque chose de très coordonné et d'intégré. Je vous le répète, je fais un peu la stratégie du disque rayé, mais c'est vraiment le nerf de la guerre de notre travail en psychiatrie périnatale, cette coordination, cette intégration avec les autres corps professionnels. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole au docteur Florence Gressier. Donc, merci beaucoup Anne-Laure. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Hervé Javelot et Antoine Hirondi, ainsi que tout le staff technique pour l'organisation de ces webinaires. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux de la prescription de psychotropes pendant la grossesse. Et nous n'avons pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Alors, comme vous le savez, il existe pendant la grossesse un remaniement psychologique qui est normal, lié à la puerpéralité, avec à la fois des bouleversements somatiques, hormonaux, mais aussi psychologiques, familiaux et sociaux. La grossesse a longtemps été décrite comme une période d'épanouissement. Cependant, la folie puerpérale et les infanticides néonataux sont décrits depuis l'Antiquité. Esquirol, au XIXe, présente la folie de l'accoucher, qui se rapporte en fait à la manie. Marsay, dans son traité, décrit de nombreux cas psychiatriques en postpartum. Rakami, en 1961, différencie les mélancolies des psychoses du postpartum. Et Pitt, finalement, assez récemment, en 1968, va introduire pour la première fois le concept de dépression du postpartum. Ainsi, les troubles psychiatriques sont relativement fréquents en période périnatale et on peut avoir donc soit la décompensation d'une pathologie antérieure, soit la survenue d'une pathologie en lien avec la puerpéralité qui était donc jusqu'alors méconnue. Pourquoi va-t-on prescrire? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trouble psychiatrique non ou insuffisamment traité pendant la grossesse va être néfaste à la fois pour la mère et pour l'enfant. Pour la mère, on va avoir un moindre suivi de la grossesse, davantage de tentatives de suicide et de suicides. Et j'en profite pour vous rappeler qu'actuellement, dans nos pays, une des premières causes de mortalité en période périnatale est le suicide. On va également avoir davantage de consommation de toxiques, alcool, tabac, mais également les autres drogues. On va avoir également des faibles prises de poids avec des conséquences sur le développement du bébé. Et puis, pendant la grossesse, on peut avoir davantage d'hypertension artérielle gravidique, de prééclampsie et de diabète gestationnel. On va également avoir des complications obstétricales avec davantage d'accouchements dystociques. Et puis, on peut avoir un continuum entre la décompensation prénatale et la décompensation postnatale. Les soins apportés au nouveau-né peuvent également être de moindre qualité. Chez le bébé, en présence d'un trouble psychiatrique maternel, on a décrit davantage de fausses couches spontanées, une exposition au stress in utero, et j'y reviendrai tout à l'heure, davantage de prématurité, d'hypotrophie, de mauvaises adaptations néonatales, et puis à plus long terme, des troubles du neurodéveloppement. Alors, par rapport au développement du bébé, la dépression maternelle prénatale a été associée à des troubles développementaux. Donc, à partir de l'étude MADQUID, coordonnée donc au CHU de Bordeaux par Anne-Laure Sutter-Dallet, 598 femmes et leurs enfants ont été évalués, à la fois pour les symptômes dépressifs maternels pendant la grossesse à 8 mois par l'échelle CESD, et puis donc le développement de l'enfant par le score de Brazelton à J3. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'il existe une association statistiquement significative négative entre les symptômes dépressifs maternels en anténatal et puis les scores d'habituation, d'orientation, interaction, le système moteur et la stabilité du système nerveux autonome.
Et de manière assez intéressante, ces résultats persistent quand on ajuste sur différentes variables, notamment donc les variables sociodémographiques maternelles, mais également les antécédents de dépression, le score d'anxiété en prénatal et le score d'anxiété au moment où est réalisée cette évaluation, et puis également par les symptômes de dépression au moment où est réalisée cette évaluation. Alors, quel va être finalement l'effet du stress anténatal sur le fœtus? On a en fait un rôle majeur du cortisol. Donc, comme vous le savez, quand il y a un stress anténatal très important, on a un afflux majeur de cortisol. Ce cortisol, il va avoir donc différentes actions, notamment au niveau du développement cérébral. Il a été décrit donc notamment des modifications au niveau de l'amygdale et de l'hippocampe, au niveau du cerveau fœtal. On va également avoir donc des modifications de l'axe HPA. Et puis au niveau du placenta, donc habituellement, la 11-bêta-HSD2 permet de transformer le cortisol en cortisone, qui n'est pas néfaste pour le cerveau fœtal. Quand on a un afflux majeur de cortisol, en fait, on a une diminution de cette capacité de la 11-bêta-HSD2, et donc on va avoir du cortisol au niveau du cerveau fœtal qui, lui, est néfaste pour le bébé. Et puis le cortisol entraîne aussi des modifications au niveau épigénétique. Alors, ces dernières dizaines d'années, en fait, la prescription de médicaments pendant la grossesse s'est vue augmenter. À la fin des années 70, on considère qu'environ 10% des femmes prenaient 4 médicaments au plus au cours du premier trimestre de la grossesse et qu'un peu plus de 20% en prenaient 4 médicaments ou plus, quel que soit le temps de la grossesse. Eh bien, à la fin des années 2000, c'est environ donc 30% des femmes qui vont prendre 4 médicaments ou plus au cours du premier trimestre et quasiment donc 50% qui vont prendre 4 médicaments ou plus, quel que soit le temps de la grossesse. Alors, on va avoir différentes conséquences de ces traitements. Donc, on peut avoir des conséquences au niveau de la tératogénèse. Et donc, un point important, c'est la fin de l'organogénèse cardiaque à ce moment-là. Et puis, on peut également avoir des conséquences au niveau de la phétotoxicité. On a également décrit donc, des conséquences des traitements, notamment des troubles périnataux. Donc, on va avoir au départ des syndromes d'imprégnation qui sont secondaires à l'effet cumulatif des psychotropes. Et puis après, on peut avoir des syndromes de sevrage néonatal. Des troubles neurologiques avec par exemple des pleurs importants, des cris aigus, une hypertonie, des tremblements, des convulsions ou une insomnie. Des troubles digestifs peuvent également se rencontrer avec des troubles de la succion, une diarrhée et des vomissements. On peut également avoir des troubles respiratoires tels que tachypnée, apnée et cyanose, et puis de la fièvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces troubles périnataux sont le plus souvent transitoires et bénins. Des troubles de type neurologique ou comportemental peuvent également apparaître à long terme. Alors, comment va-t-on prescrire? La prescription, elle doit être guidée par les caractéristiques et le retentissement des symptômes. Et pour cela, on doit prendre en compte les caractéristiques des épisodes antérieurs, le nombre d'épisodes, est-ce qu'il y a eu ou non besoin d'hospitalisation, l'efficacité antérieure des psychotropes, et il convient de ne pas prescrire des traitements qui ont été antérieurement inefficaces, bien évidemment à posologie possible et également pendant une durée suffisante. Et puis également, il faudra prendre en compte le risque suicidaire et puis le risque hétéroagressif vis-à-vis de l'enfant à naître. Également, quelle est l'observance attendue? Donc pour chaque prescription, on doit évaluer le rapport bénéfice-risque à la fois pour la mère et pour le bébé. Et on peut se référer au service de pharmacovigilance, également au centre de référence des agents tératogènes, à la NSM et aux États-Unis, à la FDA. Alors maintenant, je vais vous présenter donc classe par classe en fait. Donc concernant les antidépresseurs, il a été décrit une légère augmentation du risque d'avortement spontané. Cependant, on a également une légère augmentation du risque d'avortement spontané en présence de dépression sans la prise d'antidépresseurs. Par rapport à la tératogénicité, il ne semble pas qu'il y ait une majoration des malformations avec les imipraminiques ou les ISRS, sauf peut-être avec la paroxétine où antérieurement, une légère augmentation des malformations cardiaques avait été décrite.
Il a également été décrit davantage d'accouchements prématurés et de faible poids de naissance avec la prise d'antidépresseurs, mais cependant, on retrouve également ceci avec la présence d'une dépression maternelle non traitée. Du point de vue des syndromes périnataux, il a été décrit donc des symptômes d'imprégnation, également des symptômes de sevrage, survenant plutôt dans les 24 heures suivant l'accouchement, mais ça va dépendre finalement de la demi-vie de la molécule prescrite. Et puis, on peut avoir des effets atropiniques avec les imipraminiques, et quelques cas d'hypertension artérielle pulmonaire ont été décrits avec la prise d'ISRS pendant la grossesse. Alors, on peut également avoir donc, des troubles du neurodéveloppement, et donc on s'était intéressé, avec l'aide du professeur Bruno Falissard, à la prise d'antidépresseurs et aux troubles du spectre autistique. Donc certes, on retrouve une association entre la prise d'antidépresseurs pendant la grossesse et le trouble du spectre autistique chez l'enfant, mais quand on regarde la prise des traitements antérieurs à la grossesse et non pendant la grossesse, on retrouve également une association statistiquement significative, un risque majoré, faisant finalement penser que ce serait davantage la maladie en elle-même qui pourrait entraîner un trouble du spectre autistique chez l'enfant par la suite. Donc, les recommandations actuelles pour la prescription d'antidépresseurs pendant la grossesse, ça va être, en cas de prescription d'ISRS, de privilégier plutôt la sertraline, qui est également compatible avec l'allaitement maternel, puis la fluoxétine, le citalopram ou l'escitalopram. On privilégie pour le moment la paroxétine après le premier trimestre de la grossesse. Concernant les imipraminiques, on va privilégier les molécules les plus connues, telles que la clomipramine ou l'imipramine. Et il est primordial de rechercher systématiquement des symptômes maniaques avant de prescrire un antidépresseur, puisque ça peut être donc des signes de bipolarité. Donc, concernant la bipolarité, pourquoi va-t-on prescrire? Eh bien, là, il existe un risque majeur de décompensation pendant la grossesse, et ce risque est majoré en cas d'arrêt du traitement. Donc, vous voyez sur ces études qui a été publiée donc, par Viguera et son équipe dans l'American Journal of Psychiatry en 2007. Donc, on voit que même si le traitement est maintenu, on a un risque de décompensation qui est de l'ordre d'environ 25%. Mais si on a un arrêt du traitement pendant la grossesse, ce risque s'élève alors à environ 80%. Également, pourquoi va-t-on prescrire en anténatal? Parce qu'on va avoir aussi un risque de décompensation qui est très, très important en postpartum. Et si on a un arrêt du traitement pendant la grossesse, le risque de récurrence est plus élevé en postpartum. Alors, de manière intéressante, les diverses études ont rapporté que les sels de lithium vont réduire de 2 à 5 fois le risque de décompensation en postpartum. Les sels de lithium ont été longtemps contre-indiqués, cependant, jusqu'à la fin de l'organogénèse cardiaque, notamment du fait de la risque de maladie d'Epstein, qui est en fait une malinsertion de la valve tricuspide. Cependant, donc actuellement, le risque global de malformation est difficile à évaluer, et les méta-analyses même les plus récentes ne rapportent pas de risque majoré de malformation avec la prise de sels de lithium in utero. Du point de vue des risques neurodéveloppementaux, les données sont peu nombreuses, mais elles sont rassurantes. Donc, de fait, la prescription de sels de lithium pendant la grossesse n'est plus du tout une contre-indication formelle. Il va cependant être nécessaire d'adapter les posologies pendant la grossesse avec des dosages de lithiémie réguliers. Donc, une autre molécule qui peut s'avérer intéressante, c'est la lamotrigine, qui est utilisée dans les préventions des rechutes dépressives. Là également, du point de vue de la tératogénicité, les données sont rassurantes. Il a été décrit possiblement une légère augmentation du risque de fente-labiopalatine, mais qui n'a pas été retrouvé après. Du point de vue des risques neurodéveloppementaux, là également, les données sont peu nombreuses, mais rassurantes. Et là encore, il est nécessaire d'adapter les posologies pendant la grossesse avec des dosages plasmatiques réguliers. Donc, à contrario, les valproates, ils sont contre-indiqués en France chez toutes les femmes en âge de procréer depuis 2017, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux alternatives médicamenteuses. Alors, pourquoi sont-ils contre-indiqués? Notamment du fait de la tératogénicité, de l'ordre de 10%, avec des anomalies de la fermeture du tube neural, des malformations cardiaques et crânio-faciales qui ont été décrites. Également des risques néonataux, avec un syndrome hémorragique dont la cause est encore incertaine, et puis des syndromes de sevrage tels que l'irritabilité, l'agitation, les troubles du tonus et les hypoglycémies.
Et puis, il existe également un risque majeur de troubles du neurodéveloppement, avec des retards psychomoteurs et également des troubles envahissants du développement. Donc, de fait, il convient donc de ne pas prescrire les valproates chez toutes les femmes en âge de procréer. La carbamazépine, quant à elle, donc, on retrouve un risque également donc, majoré au niveau de la tératogénicité, avec des malformations du tube neural, les spina bifida de l'ordre de 1% des grossesses, également des cardiopathies, des dysmorphies crânio-faciales et des microcéphalies. Par rapport aux risques néonataux, on a décrit donc des syndromes hémorragiques en rapport avec un déficit en vitamine K. Et puis également, à plus long terme, des risques neurodéveloppementaux avec des retards psychomoteurs et des facultés verbales diminuées. On peut également donc être amené à prescrire donc des antipsychotiques. Par rapport à la tératogénèse, les phénothiazides ne montrent pas de risque majoré, a priori, de malformation. Les rares études sur l'allopéridol sont également rassurantes. Pour les antipsychotiques les plus récents, on a peu de données, mais là encore, elles sont rassurantes. Une étude a cependant rapporté avec la risperidone un risque de malformation congénitale majoré. Et l'olanzapine peut entraîner une prise de poids maternelle, des hyperglycémies maternelles et une légère augmentation du poids de naissance a également été rapportée. Par rapport aux risques néonataux, on peut avoir des syndromes malins des neuroleptiques, des occlusions intestinales et des dyskinésies. Et les effets secondaires extrapyramidaux peuvent même persister plusieurs mois après la naissance. Les formes injectables vont être si possible à éviter du fait des hypotensions artérielles chez les femmes enceintes et des anomalies du rythme cardiaque fœtal. Les correcteurs sont contre-indiqués du fait des effets anticholinergiques. Alors, on se pose souvent la question de prescrire ou non des benzodiazépines pendant la grossesse. Donc, par rapport à la tératogénicité, il a été décrit un risque augmenté de malformation, notamment de fente labiopalatine. Ce qui est très important, c'est les risques néonataux. Une prise brève avant l'accouchement peut entraîner la survenue d'apnée et d'hypothermie, et des prises chroniques, même à faible posologie, peuvent entraîner également donc, des hypotonies axiales et des troubles de la succion. Et par rapport au risque neurodéveloppement, on a peu d'études, mais peut-être que des retards de développement pourraient survenir chez les enfants exposés in utero. Donc, du fait, les benzodiazépines sont à éviter durant la grossesse, et si elles sont nécessaires, on va privilégier l'oxazépam. Alors, ce qui est important en psychiatrie périnatale, c'est que la prise en charge se doit d'être multidisciplinaire, avec un suivi rapproché. Il est primordial, donc, comme vous l'a dit Anne-Laure tout à l'heure, d'effectuer un travail en réseau qui va donc associer le médecin traitant ou le médecin référent, le psychiatre traitant, les psychiatres et les pédopsychiatres de la maternité, les psychologues, et puis avoir des consultations spécialisées en psychiatrie périnatale, et ceci dès le projet de grossesse. Également, il faudra informer bien évidemment l'équipe gynéco-obstétricale de la prise de psychotropes pendant la grossesse, et les patientes vont accoucher préférentiellement dans des maternités de niveau 2B ou de niveau 3. Il est aussi important de travailler étroitement en collaboration avec les équipes de pédiatrie qui doivent également être informées de la prise de psychotropes pendant la grossesse. Également, dès le prénatal, on va travailler avec les équipes de PMI et puis les TISF, les crèches et les haltes garderies par la suite. Alors, sur les recommandations, la balance bénéfice-risque doit être évaluée à la fois pour la mère et pour le bébé, et ceci dès les consultations préconceptionnelles. Il est primordial pour le choix du traitement d'associer bien évidemment la femme, mais également son conjoint ou sa conjointe et la famille au sens large. Donc attention, chaque changement de traitement est à risque de décompensation, et ainsi qu'il ne faut plus arrêter donc brutalement les traitements lors de la découverte de la grossesse. Donc, si possible, comme l'a dit Anne-Laure tout à l'heure, il faudra programmer la grossesse, réaliser une consultation préconceptionnelle, et si on veut faire un changement de psychotrope, on le fera dans l'idéal 3 mois avant la conception. Donc, pour la prescription, il est important de prescrire à posologie minimale efficace, mais suffisamment efficace. Une monothérapie doit être privilégiée afin d'éviter les interactions médicamenteuses. Par rapport à l'adaptation justement des dosages, il va falloir tenir compte de l'hémodilution, et donc il est important de doser systématiquement les psychotropes au cours de la grossesse. Par rapport à la surveillance fœtale, on pourra réaliser donc une échographie cardiaque supplémentaire si cela s'avère nécessaire.
Et il convient de ne plus diminuer systématiquement les posologies avant l'accouchement, comme on le recommandait auparavant. Donc, en conclusion, il nous paraît primordial de sensibiliser et former tous les professionnels au dépistage systématique des symptômes psychiques en période périnatale, afin d'avoir la prise en charge la plus adaptée possible pour la mère, l'enfant et sa famille. Pour chaque prescription de psychotrope, on va évaluer la balance bénéfice-risque à la fois pour la mère et pour l'enfant. Et il est primordial de travailler en pluridisciplinarité dans un dispositif de soins conjoints et gradués. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup aussi, Anne-Laure, pour ces deux présentations très, très didactiques qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair sur la périnatalité. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu sur le chat, on a un certain nombre de questions. Je vais commencer tout de suite par une question à l'attention d'Anne-Laure qui nous est arrivée tout à l'heure, qui était de savoir, existe-t-il des liens entre ces consultations anténatales et les services de PMA? Et les services de PMA, c'est ça? Oui. Procréation médicalement assistée. Donc, voilà. ça dépend des services de psychiatrie périnatale. Nous, on en a beaucoup, puisque dans les services de PMA, il y a une évaluation psychologique qui est obligatoire, de la même manière qu'une évaluation du contexte social et environnemental. Donc, nous, le service de PMA, il est au rez-de-chaussée, on est au premier étage. C'est une question de proximité de lieu, mais ça pourrait, oui. Enfin, c'est recommandé en tout cas. Donc, je ne sais pas comment fonctionnent les services de PMA. Alors, dans les services de PMA, souvent, ce sont des psychologues, voire des conseillers conjugaux, en fait, qui font ça. Et qui n'ont peut-être pas toujours les réponses quand il y a des psychotropes. Donc, effectivement. Oui, sur ce versant-là, c'est vrai qu'au moins, ils peuvent, quand ils ont des questions qui relèvent de domaines qui sont plus de votre domaine de compétences, en tous les cas, ça paraît indispensable que le relais soit fait. Absolument. On avait une petite question, Florence, sur un aspect. Alors, il est assez précis, je te transmets la question. Est-ce que les effets du cortisol sur le bébé sont différents suivant les trimestres? Je ne sais pas s'il existe des données aussi précises, mais tu vas nous dire. Je crois qu'il y a ton micro qui est coupé. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. En fait, oui, effectivement, on va avoir des effets qui vont être différents au cours des trimestres de la grossesse. Donc, de toute façon, il y a aussi le développement cérébral qui est pas exactement pareil au niveau notamment de la structure du cerveau. Et ça va être des différents au cours des différents trimestres. Voilà, suivant l'évolution en fait structurelle également, et puis les variations épigénétiques, elles vont être davantage à d'autres moments. Voilà, oui. Très bien, merci. Je reviens vers Anne-Laure, parce qu'on a une question là qui se reporte de nouveau finalement sur l'articulation, potentiellement en termes de conseils, de consultation. C'est travaillez-vous aussi, donc on peut l'imaginer, avec les services d'addictologie, notamment l'addictologie périnatale. J'imagine que c'est le cas. Comment se fait l'articulation, par exemple, chez vous? Chez nous, alors on n'avait pas beaucoup de temps, mais au staff participe l'équipe mobile addiction parentalité. On travaille aussi avec l'équipe mobile précarité psychiatrie. On a les assistantes sociales de la maternité qui sont là. On a des représentantes de la PMI. On a une sage-femme et une puéricultrice de la PMI qui après font le lien avec toutes les PMI concernées. Après, on peut faire des synthèses quand c'est très compliqué, inviter le psychiatre de secteur quand par exemple une dame est hospitalisée pour une décompensation grave de la grossesse pour organiser la naissance et puis le retour à l'hôpital. Donc oui, bien sûr, c'est inévitable, enfin, il y a une telle comorbidité. Très bien, merci. Florence, je reviens vers toi. Alors, c'est une question qui est assez vaste quelque part, mais il y a des éléments de réponse dans ce que tu as présenté tout à l'heure. Comment tenir compte de la dilution dans l'ajustement de la posologie? Donc, autrement dit, l'hémodilution au fur et à mesure des trimestres de la grossesse. Je sais que tu avais parlé à un moment donné, notamment du dosage plasmatique. J'imagine que c'est une des réponses potentielles.
Nous, c'est ce qu'on fait en fait très régulièrement. La majorité des psychotropes, tous les psychotropes finalement se dosent, hein. Il n'y a pas que les imipraminiques qu'on dose de manière assez habituelle. Également le lithium qu'on a l'habitude de doser, mais il faut vraiment se dire que tout se dose. Alors non seulement il y a l'hémodilution, mais en fait il y a plein de variations au cours de la grossesse, au niveau notamment des cytochromes qui vont donc pouvoir métaboliser de manière différente ces psychotropes. Et on a aussi, il y a pas mal d'études qui montrent aussi qu'il y a des variations aussi par rapport à ces cytochromes au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Et comme vous le savez, c'est différent pour chaque molécule. Donc, c'est très important de doser et d'adapter justement la posologie par rapport au dosage, qu'il y a des molécules qu'on va devoir augmenter finalement au cours de la grossesse du fait de l'hémodilution. Et puis, d'autres fois, on va devoir diminuer les posologies au deuxième trimestre pour, par exemple, les réaugmenter au troisième trimestre de la grossesse. Donc, voilà. Donc, faire des dosages très fréquents. Merci beaucoup de cette question. C'est vrai que si je peux rebondir aussi un tout petit peu sur cette question, parce que c'est vrai que c'est une question récurrente. Nous, dans notre propre pratique des consultations préconceptionnelles, quand on a l'opportunité de le faire, on fait aussi des dosages préconceptionnels de fait pour savoir où en est la personne, si par exemple un antidépresseur est amené à être maintenu, ce qui permet d'avoir une valeur de référence avant de refaire des contrôles aux différents trimestres, ce qui permet aussi pour cette situation potentiellement inconfortable et potentiellement incompréhensible pour la maman de se dire qu'on peut être amené à augmenter le traitement pendant la grossesse. On peut se baser sur une valeur objective, disant voilà où vous en étiez en termes de taux avant, et voilà la raison pour laquelle éventuellement on peut être amené à augmenter la posologie. Alors, on avait un certain nombre de questions qui parfois sont très précises. Il y avait une question sur l'innocuité de l'hydroxyzine pendant la grossesse. Bon, on les fera peut-être pas toutes, hein, ces questions aussi précises. Je ne sais pas si vous avez des pratiques particulières sur cet anxiolytique-là, qui est aussi d'ailleurs un antihistaminique, anti-allergique. En clinique, nous, on le prescrit pas, notamment du fait de pas mal finalement d'effets secondaires. Donc, c'est pas quelque chose qu'on prescrit souvent finalement. C'est une molécule qui avait été beaucoup prescrite et on a un petit peu changé. Une molécule qui est très prescrite. En fait, nous, on ne le prescrit pas. C'est une molécule, en tout cas chez nous, qui est souvent prescrite par les équipes d'obstétrique. Bon, voilà, comme le Donormil, enfin, il y a plein de petites choses comme ça, un peu périphériques, et quand on commence à les explorer, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas de données. On fait des choses qu'on ne connaît pas. Donc, il faut rester vigilant sur ces molécules qu'on n'explore pas bien. Il faut rester sur des choses qu'on connaît. C'est déjà un champ compliqué. Hein, on n'a pas évoqué, mais ça peut être un champ médico-légal quand même. Donc, il faut vraiment que ces consultations soient bien faites et il faut qu'on prescrive aussi des choses qu'on connaît, qu'on soit en sécurité. Alors, juste, pour rebondir là-dessus, hein, c'est vrai, deux petites choses. C'est vrai que l'hydroxyzine, si vous allez, par exemple, pour répondre aussi à cette question, avec les données du CRAT, l'hydroxyzine vous dit que c'est possible. Après, chaque fois, c'est remis en perspective avec les alternatives potentielles. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a besoin d'un traitement anxiolytique chronique, ça peut poser la question aussi, bien sûr, de la nécessité d'un antidépresseur éventuellement. Parmi les anxiolytiques, ça avait été présenté s'il y a besoin d'une benzodiazépine, donc c'est plutôt l'oxazépam avec la demi-vie la plus courte qui peut être envisagée aussi. Bon, à chaque fois, tout cela doit être mis en perspective avec le rapport bénéfice-risque et puis avec la tolérance et l'efficacité que ça peut apporter chez la patiente. Pour ce qui concernait le Donormil, la doxylamine, il y avait des indications, vous le savez peut-être, avec des traitements pour les nausées et vomissements chez la femme enceinte, voilà ce qui a amené son positionnement, mais à chaque fois doit être réfléchi en termes de rapport bénéfice-risque sur chaque situation. J'avais une petite question à mon niveau parce que c'est un thème que vous avez abordé, enfin que tu as abordé, Florence, notamment, et qui est souvent un sujet important, c'est celui du lithium, parce que le lithium, on sait, c'est son interférence avec l'organogénèse cardiaque, donc qui fait que c'est souvent pensé comme un traitement un peu qu'on va exclure potentiellement pour la grossesse à cause de ça. Tu as montré des données importantes qui amènent aussi à le repositionner, en tous les cas à se poser la question de savoir si on n'a pas d'autres thymorégulateurs qui stabilisent aussi bien que lui, le fait qu'on puisse être amené à le prescrire. Peut-être juste pour voir dans votre pratique à toutes les deux, peut-être Florence, sur ce que tu évoques, donc le positionnement pendant la grossesse,
est-ce que ça a changé au cours de ces dernières années? Est-ce on ose plus le lithium que ce qu'on osait auparavant, du fait notamment des données rassurantes que tu as présentées? Et puis, alors peut-être la connexion, il me semble t'avoir déjà entendu aborder ce sujet-là, notamment pour le postpartum, où on a un certain nombre de dépressions, et notamment de dépressions mixtes. Est-ce que finalement, dans ces situations-là, on peut être amené aussi à prescrire le lithium? Et on imagine, qui dit prescription de lithium, dit théoriquement plus d'allaitement, et comment gérer cela? Voilà, si vous avez chacune des petits éléments à nous apporter là-dessus. Florence, vas-y. Nous, en clinique, on prescrit beaucoup les sels de lithium. Déjà, c'est plus du tout une molécule qu'on arrête au cours de la grossesse, mais vraiment plus du tout. Et voire même, on débute les sels de lithium au cours de la grossesse. Voilà, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Et les dernières méta-analyses, justement, ne montrent pas de risque majoré de tératogénicité avec les sels de lithium. Donc, vraiment, des données très rassurantes. Et puis aussi, du point de vue du développement de l'enfant, il y a quelques données qui sont aussi rassurantes et qui ne montrent pas de troubles du neurodéveloppement. Mais c'est vraiment aussi important là, de doser systématiquement la lithiémie et de le faire plus fréquemment que ce qu'on le fait quand une personne est équilibrée de manière générale, en fait. On va vraiment le doser très régulièrement, une fois par mois et puis même une fois par semaine recommandé, à la fin. C'est des recommandations différentes. Anne-Laure, si tu veux ajouter... Bah, écoutez, nous, on a plus de 25 ans d'expérience, on en a toujours donné. Alors à Bordeaux, on a toujours été pro-lithium, hein, et c'est vrai qu'il n'a jamais été contre-indiqué, nulle part, c'était pas contre-indiqué. Et c'est vrai qu'il y a quand même des problématiques de qualité méthodologique des premières études qui pouvaient interroger d'emblée, hein. Et puis on a eu de la chance, on n'avait pas tort. Mais on n'a pas vu, enfin, on faisait les choses parce qu'à un moment donné, il faut bien soigner les gens. Et on faisait les choses en regardant, et c'est vrai que plus on avançait, il n'y avait pas de problème en fait. Alors il y a quand même un tropisme cardiaque, c'est sûr, mais aussi sur des choses, des malformations cardiaques liées au lithium, c'est tout type de malformations confondues, hein. Il n'y a pas que des malformations graves, donc des choses qu'on va aller chercher par des échographies cardiaques fétales, qu'on va voir, mais qui peuvent se ranger au cours du développement précoce de l'enfant. Enfin, il y a un tropisme du lithium, mais qui n'est pas forcément impactant et qui ne contre-indique pas la prescription. Ce qu'il faut quand même dire aux gens qu'il faut qu'ils aient des échographies cardiaques fétales spécifiques, un suivi, une surveillance spécifique, hein, ça reste d'actualité. Après, pour ce qui est de la prescription en postpartum sur les épisodes mixtes, alors s'il y a une indication, comme aux autres périodes de la vie, on posera l'indication du lithium, hein, comme à d'autres moments. C'est vrai qu'on y va assez rapidement parce que c'est quand même le gold standard et ça marche très bien. Effectivement, ça pose le problème d'arrêter l'allaitement chez ces patientes-là, et donc tout l'intérêt des consultations anticonceptionnelles et de la réévaluation clinique dont je vous parlais, parce qu'on voit beaucoup, je vous ai dit 70% de rechutes dans les épisodes légers, mais des rechutes qui peuvent être très graves, même quand les gens ont des épisodes légers avant. Donc on peut avoir une sensibilité quand on fait beaucoup ces consultations de ces gens qui ont surtout beaucoup de troubles anxieux associés, qui sont un peu comorbides en fait, qui ont des états de stress post-traumatique associés, enfin voilà, des comorbidités, même si elles ne sont pas très majeures, peuvent tout à fait donner en postpartum un véritable épisode mixte, caractérisé, qui nécessitera du lithium. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut anticiper avec les patientes. Comment on sait à leur dire, bon voilà, il y a d'autres traitements, mais on ne pourra pas dans ce cas-là allaiter, enfin prévenir. Merci pour ces réponses très complètes. Je te laisse encore reprendre la parole, Anne-Laure, dans la foulée. En fait, j'avais une petite question toujours sur ces fameuses consultations. Tu as parlé à un moment donné de l'importance, idéalement, on va dire, de la présence du couple. La question parfois qu'on se pose, c'est est-ce que ces moments peuvent être aussi le moment de la détection, on l'imagine, d'une dépression du conjoint? Et on sait que les unités mère-bébé évoluent parfois vers des modèles unités parents, bébé. La dépression éventuellement du père, est-ce que rapidement c'est les mêmes caractéristiques? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça se détecte aussi, on va dire, de manière aussi brutale, ou est-ce que c'est un peu différent finalement de ce qu'on voit avec la dépression maternelle du postpartum? Alors la fréquence est un tout petit peu moindre, mais elle existe, c'est une évidence. Les symptômes sont aussi moindres, on n'a pas d'épisode de psychose, voilà, l'incidence n'est pas la même, mais les dépressions périnatales paternelles, bien sûr, existent, Florence vous en parlera
probablement mieux que moi, c'est un peu un de ses champs de travail. Mais oui, ces consultations de couple, en tout cas, permettent au moins de repérer s'il y a des vulnérabilités paternelles aussi. Et souvent, quand on donne la parole au papa, il nous dit qu'il est traité lui aussi, ou qu'il est au chômage, ou qu'il a des antécédents. Et donc tout ça, ça permet d'inclure, je vous disais, tout ça, ces consultations, c'est la famille, hein, et le fonctionnement de la famille dans sa globalité. Donc oui, ça permet de regarder le papa. Et en termes de ressources, mais aussi en termes de vulnérabilité pour lui. Bien sûr. Florence, du coup, tu voulais rebondir sur ce domaine de spécialité. Merci beaucoup. Donc, c'est à peu près 10%, hein, on considère que c'est à peu près 10% des hommes qui vont avoir un épisode de dépression en période périnatale. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait aborder. C'est déjà, est-ce qu'il n'y a pas une maladie psychiatrique paternelle en dehors de la dépression? Ça peut aussi, c'est aussi important de pouvoir dépister et d'aider en fait les couples. Et puis aussi avoir une personne qui peut présenter une maladie psychiatrique, une décompensation en postpartum, ça peut fragiliser ses pairs également. Alors nous, on travaille aussi avec les papas au quotidien, même s'ils ne sont pas hospitalisés sur l'unité mère-bébé dont je m'occupe. Mais c'est vrai qu'on essaye de les accueillir, de les rencontrer en entretien familiaux, également de leur proposer des groupes des papas où on va pouvoir essayer de dépister justement ces symptômes. Et je crois que tu posais les questions aussi des symptômes. Donc, on peut avoir des symptômes un peu, je dirais, classiques de dépression, mais aussi on a décrit davantage d'irritabilité, peut-être encore plus de recours aux consommations d'alcool et d'autres drogues, peut-être davantage de conflits aussi intrafamiliaux chez les papas. En fait, les hommes, de toute façon, ils ont un peu plus de difficultés aussi à dire quand ça va pas bien. Donc, c'est plutôt l'irritabilité, les consommations toxiques qu'il va falloir aller rechercher. Merci en tout cas. Un des marqueurs, c'est la violence au sein du couple qui apparaît. Ça, c'est un marqueur important. Et je crois qu'on peut dire que toutes les unités mère-enfant aujourd'hui font en sorte de pouvoir accueillir les papas, quelles qu'en soient les modalités. Et très clair, c'est les soins conjoints, donc les papas sont dedans. Très bien. Merci à toutes les deux pour toutes ces précisions, ces réponses précises à vos questions, à l'image de vos diaporamas qui étaient eux-mêmes très précis. Juste pour faire une toute petite synthèse, hein, parce qu'il y avait encore beaucoup de questions qui apparaissaient. Il y avait des questions sur la possibilité de revoir les diapositives antipsychotiques benzodiazépines. Ça, je vous engage à revoir le diaporama en consultant de nouveau cette présentation. Le replay va être prochainement disponible, donc vous pouvez revisionner tout cela. Après, il y avait un certain nombre d'interrogations qui étaient orientées vers des molécules en particulier. Je ne les ai pas toutes reprises. Je vous incite pour cela à aller voir notamment le site du CRAT. Par exemple, il y avait une question sur l'aripiprazole, qui fait partie des antipsychotiques atypiques qui peuvent se concevoir pendant la grossesse. Toujours pareil avec la notion d'un rapport bénéfice-risque. Une question sur la RTMS. La RTMS, à l'image même de l'ECT, peuvent dans des cas très spécifiques s'utiliser, mais c'est clairement pas, on va dire, des éléments de première intention où il y a un certain nombre de données qui sont décrites par rapport à tout cela. Ensuite, il y avait aussi des petites questions, là, on l'avait évoqué par exemple avec l'hydroxyzine, il y avait des questions aussi par exemple très précises sur le lien éventuel entre Piébo et puis ISRS et kétiapine. Là, ça par exemple, on est dans les malformations congénitales. Si vous voulez regarder par exemple, vous avez une revue de la littérature qui avait été faite sur ISRS et Piébo qui date de 2014, avec d'autres données aussi qui existent sur les antipsychotiques. Ce sont des données que vous pouvez trouver dans la littérature, mais encore une fois, globalement, ces données, on va dire que les données du CRAT, j'y reviens, sont mises à jour de manière très régulière. Donc, il y a la possibilité de contacter le CRAT ou aussi de manière locale, de contacter les centres régionaux de pharmacovigilance qui sont aussi, eux, dépositaires de ces informations mises à jour sur chaque agent et qui peuvent vous donner des réponses complètes sur ce sujet-là. Alors, j'en profite pour remercier encore vivement nos deux intervenantes d'aujourd'hui, donc Dr Florence Gressier et Dr Anne-Laure Suiter, pour encore une fois la qualité de leurs interventions. Ça nous a permis d'être bien éclairés sur cette thématique complexe de la périnatalité, de son articulation avec le domaine de la psychiatrie et de la prescription de psychotropes en particulier.
Donc, je vous présente aussi rapidement finalement le futur webinaire qui aura lieu, donc qui est avec la section Addicto. Donc, ça sera l'addiction pastel par le ventre. Et donc, vous aurez, c'est très prochainement, enfin dans un mois, donc le mercredi 3 mai. Et pour ce qui est de la section neuropsychopharmacologie, on se retrouvera, vous aurez encore 2 webinaires proposés par notre section. Et le prochain, on va dire, il est un peu à l'opposé de celui qu'on vient de présenter aussi, parce que finalement, il concernera la gérontopsychiatrie. Donc, vous voyez que la section NPP sait faire le grand écart dans ces spécialités. Et donc, effectivement, la prescription de psychotropes peut concerner tous les âges, et donc on verra le grand âge la prochaine fois. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des choses qui vous ont échappé pendant cette présentation, à nous consulter en regardant les webinaires. C'est vrai pour notre webinaire, enfin celui auquel vous avez assisté là, mais c'est vrai aussi pour tous les autres de toutes les autres sections. Et puis, pour achever cette belle présentation, je vous incite encore une dernière fois à devenir membre de la FPBN. Vous vous rendez sur le site et c'est très rapide. Vous avez la possibilité de devenir adhérent en cotisant en ligne. Merci à tous. Merci Florence. Merci Anne-Laure. À très bientôt. Merci. Merci.